La momie des glaces. Je me suis souvenu de cette histoire parce que ce matin, en aidant un collègue à mener les moutons de Villars à l'entrée de Beuil, je suis passé juste devant. Vous savez, par chez nous, jusqu'à la période aux alentours de la guerre de 14, il n'y avait pas de route par les vallées. Tous les chemins, dits muletiers, empruntaient les parcours de col à col, les flancs de montagne, ce que nous appelons les plateaux, voire les lignes de crête. Pour aller de Beuil à Nice, il fallait compter 4 bons jours. Le grand-père Émeric de Saint-Étienne de Tinée, 20 ans à la guerre de 14, nous raconta une histoire qu'il tenait de son oncle. Les conscrits mobilisés pour la guerre de 1870 mirent plus de 12 jours pour aller à Nice, en passant par le Val d'Antronne, car une partie de la Tinée était encore italienne, donc peu sûre. Lorsqu'ils arrivèrent, la guerre était finie. De fait, le traçage des routes actuelles commence avec l'invention de la poudre sans fumée et la dynamite, soit aux alentours de 1886. Et si vous vous demandez pourquoi toutes ces routes qui grimpent dans nos montagnes passent par des gorges et des clus, c'est que cela correspondait à l'époque à une notion stratégique. On pouvait, avec quelques ouvrages, qu'on appelle l'écluse, et quelques hommes, empêcher l'ennemi d'arriver jusqu'à Nice et de passer le Var, qui était l'ancienne frontière de la France, jusqu'en 1860. Bref, du temps dont je vous parle, la route des gorges du Cience, de Pradastier au moulin de Beuil, n'avait rien à voir avec le ruban bitumé que vous empruntez aujourd'hui pour aller skier à Valberg. Entre les deux clus, la petite et la grande, se croisaient péniblement une charrette et 2 ânes, en faisant attention de ne pas regarder du côté du ravin. D'ailleurs, la route était encore en chantier, et la partie des étroits tunnels, dont seulement 2 sont encore visibles aujourd'hui, et qui était destinée à une sorte de tramway, n'existait pas encore. Les périodes de grands chantiers apportaient la richesse dans nos petits villages. En effet, tous les travaux de la route se faisaient à la force du sang, qu'il soit humain ou animal. Les nombreux ouvriers qui travaillaient à la route vivaient sur place et dépensaient également sur place l'argent de la semaine. L'économat de ces entreprises de travaux publics achetait aussi les vivres et le bois d'œuvre. Il y avait aussi les manœuvres d'été des bataillons de chasseurs alpins dont l'intendance faisait vivre le pays. Aussi, chaque année, il y avait une vive concurrence entre les cabaretiers itinérants qui, au printemps, se précipitaient pour occuper les meilleurs emplacements avant la réouverture des chantiers. Un chantier durant plusieurs années, et le confort de l'établissement étant un argumentaire commercial de poids, peu à peu, les structures de toile se transformaient en baraquements de bois. Mais à l'arrivée des premières neiges, le chantier s'arrêtait et tout le monde redescendait vers la côte. Au printemps suivant, les commerçants avaient parfois de mauvaises surprises. Le barracon avait soit été aplati par la neige, soit détruit par un malheureux incendie. Tout était à refaire, et parfois, un concurrent moins scrupuleux avait pris la place. Aussi, un jour, Barbaniera décida de passer l'hiver dans son barracon et d'être prêt le premier à la prochaine saison de chantier.
Le dit Barbaniera était une force de la nature, au teint très mat, pourvu d'une grande barbe noire et de quelques cicatrices sur le visage, et aussi d'un couteau de type navarrais passé à sa ceinture de laine rouge. Malgré un sourire commercial permanent, il inspirait un respect un peu craintif, ce qui était une qualité essentielle lorsqu'il fallait rétablir l'ordre dans et autour de son établissement. Il faut dire que lorsqu'une bande de bûcherons piémontais se castagnait avec une bande de tailleurs de pierre de Toulon, tous d'anciens bagnards, il ne fallait pas être taillé comme un présentateur de télévision pour amener le calme. Quand on parle de cabaretier, je ne suis pas sûr que vous me compreniez. Le cabaretier, à l'époque, fournissait de l'alcool sous forme d'apéritifs fabriqués maison, souvent à l'alambic, des remèdes, les mêmes apéritifs mais avec des plantes amères, du tabac de contrebande et du vin, et l'assistance affective de quelques demoiselles qui faisaient aussi le service en salle. Oh monsieur, basez-moi bien, oh monsieur, basez-moi bien, alla piala per sue man bianche, angruppeta la tire, alla mna la slecculine, due l'erbette fine, due tre volte sa la base, due tre volte sa la base. Le mercanti proposait également quelques articles de mercerie, boutons, filets aiguilles, et quelques articles de droguerie, savon à barbe, lame de rasoir, eau parfumée de grasse, petites coutelleries, pièges à souris, etc. C'était cela son cabaret, un pourvoiement de petites satisfactions et d'articles autant profanes qu'utiles. Donc le brave Barbaniera passa l'hiver dans son barracon, entouré de ses aides de cuisine, un frère et une sœur, bancales de corps et de cervelle. Mais il fallait être le premier à ouvrir et à être bien achalandé. Et vous savez, l'hiver est fou par chez nous. Vous pouvez passer le mois de décembre au mois de février sans voir la neige ni le froid, à entendre les pignes de pin sylvestre craquer de chaud, et tout d'un coup, fin mars, début avril, voilà 1 mètre de neige qui vous tombe dessus et du gel à fendre les pierres. C'est ce qui se passa cette année-là. Cependant, Barbaniera devait s'approvisionner en tabac, en alcool et en vin, et pour cela descendre jusqu'à Nice. Malgré le mauvais temps, il attela le mulet à la charrette et mit 2 ânes à la longe. Et puis il partit. Pourtant, les gens du coin l'avaient prévenu. Si tu pars trop tôt, entre les 2 clus, tout est gelé. Il y a de grosses plaques de glace sur le chemin. Et toi et ton équipage risquez de finir au fond du Siens. Oui, mais si tu pars trop tard avec le dégel, tu risques les chutes de pierre. Et toi et ton équipage risquent de finir ratatinés sous les blocs. Espéra quelques jours avant de partir. Mais Barbaniera ne dormait plus. Il pensait que les gens du coin avaient passé un pacte avec l'un de ses concurrents et qu'il lui disait tout ça pour l'empêcher d'être le premier à ouvrir. Il décida donc de partir, ni trop tard et ni trop tôt. C'est ainsi que disparurent Barbaniera et son équipage. On ne retrouva aucune trace, ni de lui, ni des bêtes, ni de la charrette. Il faut dire qu'il y eut, comme souvent, de grosses pluies au printemps, de celles qui vous emportent jusqu'à Saint-Martin-du-Var, tout ce qui tombe au fond du Siens. Certains dirent qu'il était parti s'installer ailleurs après avoir engrossé une fille du pays. D'autres qu'il était parti à cause d'une dette. D'autres qu'il avait été victime d'une embuscade au motif d'un vol. Et puis, en dehors des veillées, on l'oublia.
En 1923, la route était presque finie. Et lors d'une fin d'hiver, un habitant de Pradastier, un certain Martin, décida de monter chercher du foin vers Beuil, car il pensait qu'il allait en manquer. Il attela donc la charrette et s'en monta plan-plané. Passé 3 kilomètres après la petite clue, il s'inquiéta de quelques congères de glace au travers de la route, ainsi que de quelques pierres descendues la veille. Mais malgré le froid vif qui régnait à cet endroit, il était subjugué par le spectacle de ce mur et de ces stalactites de glace scintillantes qui pendaient de la paroi. La mule s'arrêta et ne voulut plus avancer, alors qu'il n'y avait pourtant rien sur la route. Il avait beau tout faire et tout essayer, la bête ne voulait aller ni d'avant ni d'arrière. Il lui sembla alors entendre une voix comme une plainte. Mais entre le courant d'air qui sifflait là, le bruit de l'eau dégoulinant de la paroi et l'écho du grondement du torrent, il lui était impossible d'en distinguer un traître mot. Pourtant, la voix semblait parvenir d'un peu plus haut. De derrière un ouvrage fait de colonnes de glace appuyées à la paroi de la route. Maîtrisant sa peur, il s'avança. Entre une grosse dalle verticale rouge recouverte d'une coulée de glace et la paroi, il y avait un cercueil de glace transparent. Et dans cet écrin de verre, il y avait 2 grosses orbites vides qui le regardaient. Une tête de mort, pourvue d'une grande barbe noire, le crâne ouvert et fendu comme d'un coup de hache. La peur fit faire à Martin un bond d'au moins 4 mètres en arrière, sans que les clous de ses chaussures ne touchent le sol. Il entendit alors un sifflement, suivi d'un choc bref. Une stalactite de glace s'était détachée du haut de la paroi, et telle une lance, était venu se ficher verticalement dans le sol de la route, juste à l'endroit où il se trouvait quelques instants auparavant. Barbannière l'avait prévenu du danger qui avait certainement causé sa mort en lui fendant le crâne. Car on identifia bien les restes de Barbannière, notamment grâce à son couteau et à sa bourse. Si vous montez faire du ski un hiver à Valberg, et malgré la nouvelle route qui a tué l'ancienne, vous apercevez encore quelques murs de glace et des stalactites, pas loin du lieu où l'on retrouva Barbannière, un conseil. Ne vous y arrêtez pas, ni trop tôt, ni trop tard. Vous me prenez pour un blagueur? Détrompez-vous. Si l'on se rencontre un de ces jours, je vous montrerai le couteau de Barbannière, parce que c'est moi qui en ai hérité.